Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique consacrée au Nigeria et émission où nous recevons Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Vous êtes spécialiste des problématiques de sécurité, de migration et d'aide humanitaire. Et vous avez vécu de nombreuses années dans le pays qui est le sujet de cette thématique, c'est-à-dire le Nigeria, sur lequel nous allons vous interroger. Nous, c'est Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, Béatrice Gibelin, géographe, directrice de la revue Hérodote, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova. Le Nigeria est un géant anglophone entouré d'États ouest-africains francophones. Il comptait en 2019 sans doute plus de 200 millions d'habitants pour un PIB de près de 450 milliards de dollars selon la Banque mondiale. Il représente la population la plus importante et la première économie d'Afrique, tandis que sa capitale économique, Lagos, est la première ou la deuxième ville du continent et sa population est estimée à environ 14 millions d'habitants. S'il est la première puissance économique d'Afrique, le Nigeria est aussi le pays qui compte le plus grand nombre de personnes indigentes au monde. 83 millions vivent sous le seuil de pauvreté selon le Bureau national des statistiques. Si les revenus issus du pétrole, dont le Nigeria est le premier exportateur en Afrique, constituent une grande part des recettes budgétaires du pays, c'est un secteur qui représente bien peu en termes d'emploi et qui rend la croissance économique dépendante des cours mondiaux. Pendant la pandémie, ceux-ci se sont effondrés et ils ont fait reculer le PIB nigérian de 1,8%. Ils ont même fait entrer le pays dans sa deuxième récession depuis 2016. Aujourd'hui, les acteurs économiques et les autorités s'accordent sur la nécessité de diversifier l'économie, notamment au profit des secteurs agricoles et manufacturiers. Ces dernières années, des mesures protectionnistes ont été prises, bannissant notamment les importations de riz pour soutenir la production locale. Mais selon le Bureau national des statistiques, un actif sur 3 est aujourd'hui sans emploi. En mars dernier, l'inflation a atteint 18%, 23% pour les produits alimentaires, augmentation qui explique en partie l'insécurité des régions agricoles. Des millions de civils désertent leurs terres pour fuir la menace djihadiste dans le nord-est et les conflits entre agriculteurs et éleveurs font des ravages dans les régions du centre. Depuis 2009 et son insurrection armée contre 4 États du Nord, le groupe djihadiste Boko Haram continue de sévir au Nigeria, prenant pour cible militaires comme civils. Depuis 2015, ce groupe s'est installé le long des frontières du Nord-Est, autour du lac Tchad. En avril 2014, l'enlèvement de plus de 270 jeunes filles à Chibok avait suscité un vaste mouvement de solidarité internationale sous le slogan « Bring back our girls ». Les kidnappings n'ont pas cessé pour autant. En décembre 2020, 344 jeunes garçons de l'école de la ville de Kankara. En février 2021, 317 jeunes filles à Jangbé, dans l'état de Zamfara. Ces attentats sont parfois directement revendiqués par Boko Haram, mais ils peuvent aussi être l'œuvre de groupes criminels simplement désireux, si j'ose dire, d'obtenir une rançon. Au pouvoir depuis 2015, réélu en 2019, le président Muhammadu Buhari avait promis de mater l'insurrection et de sécuriser l'État du Nord, mais son gouvernement peine à faire face à l'insécurité, tandis que son armée est régulièrement accusée de commettre des exactions contre la population. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, si vous aviez à définir le Nigeria ou à en présenter la principale caractéristique pour nos auditeurs, quelle serait-elle ? Bon, le Nigeria est souvent présenté comme un géant au pied d'argile, de par sa population, de par son dynamisme économique également. Donc c'est un pays qui fait peur et qui en même temps attire. Il y a beaucoup de migrants qui viennent des pays voisins et qui viennent travailler au Nigeria. Géant au pied d'argile, mais qui n'a pas forcément les moyens de ses ambitions. Le Nigeria affiche une diplomatie qui se voudrait qui voudrait représenter finalement l'Afrique, par exemple au Conseil de sécurité des Nations Unies, et en même temps le pays est décrié comme de par sa capacité de nuisance, pas seulement
évidemment à cause du groupe djihadiste Boko Haram, mais aussi parce que beaucoup de Nigérians sont impliqués dans des réseaux transnationaux de criminalité, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, trafic d'armes. Donc le Nigeria a aussi cette mauvaise réputation et en même temps, c'est indéniablement un des grands leaders de l'Afrique. Donc il y a un peu ce paradoxe que résume, je crois, ce terme de géant au pied d'argile. Béatrice Gibelin. Ouais, il y a quelque chose qui m'interroge beaucoup. Vous venez de dire que c'est un géant au pied d'argile. On a rappelé les chiffres de population. Et je trouve que son rôle dans la région, au-delà de tous les trafics que vous avez évoqués, son rôle dans la région ne correspond pas à sa puissance, si vous voulez. C'est quand même le premier pays d'Afrique, c'est quand même un très grand territoire. Il a du pétrole, il y a des richesses, il y a aussi un niveau de formation pour une partie de la population qui, compte tenu de la masse, n'est pas si négligeable que ça. Et je trouve que le Nigeria ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer dans la région où il se trouve. Et comment ça peut s'expliquer? Alors, il y a effectivement un vrai décalage, à la fois parce que je le disais, le pays fait peur, donc c'est difficile de se rallier sous sa bannière, et puis le pays est plein de contradictions. Le Nigeria a été vraiment leader au moment du boom pétrolier, quand il était extrêmement riche dans les années 70 pour monter la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui il freine des cas de fer pour monter une monnaie commune en Afrique de l'Ouest qui renouvellerait le franc CFA qui est beaucoup décrié. Donc on voit qu'il y a des contradictions dans sa politique. Et puis n'oublions pas, le Nigeria a des relations parfois compliquées avec ses voisins. Il y a eu une guerre frontalière sur la péninsule pétrolifère de Bakassi avec le Cameroun. Il y a eu des tensions fortes sur des îles, sur la souveraineté de certaines îles du lac Tchad dans les années 80, à une époque où le Nigeria prétendait aussi être un gendarme régional. Le Nigeria envoyait ses troupes aussi faire la paix au Libéria. Et en réalité, les troupes du Nigeria à l'époque, dans les années 90 au Libéria, pendant la guerre civile, ont beaucoup participé au pillage du pays, donc ça ne renvoie pas non plus l'idée que le Nigeria pourrait s'interposer, être une force de paix, une force de proposition. Donc il y a toujours un peu ce paradoxe du Nigeria, qui en fait n'a pas forcément les moyens de ses ambitions aussi, parce que les problèmes intérieurs du Nigeria sont tels. Je veux dire, le Nigeria à lui seul est quand même plus peuplé et il a une économie plus importante que tous les pays d'Afrique de l'Ouest francophones réunis. Voyez, on dit que le Nigeria, là les démographes sont unanimes là-dessus, il n'y a pas de contestation, d'ici 2050, ça sera le 3e pays le plus peuplé du monde. Au premier rang, vous aurez l'Inde, suivi de la Chine, puis du Nigeria avant les États-Unis. Donc là, on estime qu'il y aura peut-être 420 millions d'habitants. Ce sont des extrapolations à partir des résultats des précédents recensements, sachant que tous les chiffres sur le Nigeria sont disputés. Quand on parle du nombre d'habitants, quand on parle du PIB, tout ça est souvent un petit peu vu à la louche, parce qu'on a du mal à savoir déjà combien il y a vraiment d'habitants au Nigeria. Donc tout le reste, tous les indicateurs sont très compliqués. Nicolas Bavrez. Le Nigeria, c'est un peu le symbole du décollage de l'Afrique depuis le XXIe siècle. Et c'est vrai qu'avec la pandémie, les problèmes de matières premières, la pandémie et puis Boko Haram, on a l'impression que maintenant le continent africain est un peu plombé par ces géants. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, qui sont les 3 plus grands pays et qui tous les 3 sont, j'allais dire, aujourd'hui traversent des difficultés dont on a l'impression qu'ils tirent un peu le continent vers le bas. Alors est-ce que c'est provisoire ou est-ce que ça traduit des difficultés durables? Dans les géants économiques, il y a également l'Angola, qui est également un très gros producteur de pétrole et qui, certaines années, même produisait et exportait plus de pétrole que le Nigeria. Je pense qu'au-delà de la pandémie, le Nigeria est confronté à des problèmes structurels qui font que son avenir économique est quand même gangréné par des pesanteurs qui va être, qui nécessite un gros chantier de construction de l'État, en fait. Alors, par exemple, prenez le pétrole, parce que c'est effectivement présenté comme le principal producteur de pétrole et exportateur de pétrole en Afrique. Et en même temps, au-delà des variations des prix du baril, qui en ce moment sont quand même un peu compliqués, au-delà de la pandémie et de tous les effets que ça peut avoir sur le transport des matières premières, le Nigeria est structurellement coincé, je dirais, par une loi dont on entend peu parler, mais qui reflète bien, en fait, tous les défis, à la fois en termes de corruption, d'insécurité et de fragilité de l'État et de l'État de droit, ce qui rassure pas les investisseurs. C'est une loi qu'on appelle la PIB, la Petroleum Industry Bill,
que le président Obasanjo avait commencé à élaborer en 2006 et qui est censé complètement renouveler le format de l'investissement dans le pétrole, y compris le rôle joué par la Compagnie nationale des pétroles, qui est vu plutôt comme un facteur de blocage en fait dans l'investissement, hein. Sachant que le pétrole est très naturellement dans un état rentier la principale source de détournement de fonds publics. Donc l'enjeu il est énorme pour le Nigeria. Le pétrole c'est l'essentiel des revenus du gouvernement, du budget de l'État, hein. Et cette loi n'a toujours pas été votée. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça veut dire concrètement que depuis 2006, vous n'avez pas de gros investissements dans le pétrole. Donc ça veut dire que quoi qu'il en soit des prix du baril, de l'évolution des prix du baril, quoi qu'il en soit de l'insécurité dans le delta du Niger, qui est la principale région qui produit du pétrole au Nigeria, de toute façon, entre le moment où vous investissez, le moment où vous trouvez du pétrole et le moment où vous le mettez en exploitation, ça prend 15 à 20 ans. Donc vous avez un pas de temps qui fait que de toute façon, le Nigeria, là, dans les années à venir, dans les 10-15 années à venir, il va vivre sur l'exploitation de gisements qui vont se tarir. Alors pas complètement, il y a quand même des réserves phénoménales, mais sur les gisements d'exploitation, on sait que de toute façon, le Nigeria est en quelque sorte condamné à gérer un déclin de sa rente, avant que le pipeline se réamorce et que les investisseurs reviennent. Mais pour l'instant, il y a quand même une situation très compliquée à gérer sur le plan économique, avec derrière cette croissance démographique énorme qui obère complètement la croissance. Alors, au-delà du pays. pétrole, on avait eu l'impression, c'était un des atouts du Nigeria, qui avait l'émergence d'une véritable classe moyenne, un début de diversification. Alors, certes, le poids de Lagos là-dedans, et l'image de Lagos est sûrement très, très importante, mais est-ce que ça continue à fonctionner, ou est-ce que l'épidémie a mis un espèce à bloquer ce début de diversification ou l'émergence de cette classe moyenne? Je crois que la diversification de l'économie de l'économie nigériane que vantait la Banque mondiale, c'était un effet de loupe qui était dû au fait qu'il y avait une rétractation de la part des revenus pétroliers. Et donc, du coup, par effet de mathématiques, si vous voulez, du coup, la part des autres activités économiques apparaissait comme plus importante. Mais c'est simplement que le poids du pétrole diminue parce qu'à la fois la production stagne, voire baisse, et qu'il n'y a pas d'investissement dans ce secteur depuis 15 ans maintenant. Donc, diversification, c'est dû aussi au fait que la Banque mondiale a fait ce qu'ils appellent un rebasement. Ils ont recalculé le produit intérieur brut du Nigeria, qui du coup apparaissait comme le plus gros en fait du continent, hein. Et ils ont inclus des activités qui autrefois étaient négligées, par exemple Nollywood, l'industrie du cinéma. Donc c'est pas apparu du jour au lendemain par la grâce des statisticiens, hein. Simplement, il y a un effet de capture de ces activités qui sont dues à la façon dont maintenant on recalcule le produit intérieur brut du Nigeria. Donc cette diversification, il y a toujours eu une ressource et une vitalité extraordinaire des Nigérians pour entreprendre. Ça, c'est vraiment un de leurs mérites. Et en même temps, il n'y a pas une diversification si marquée que ça. Les précédents présidents, et même l'actuel président, donc Obasanjo et puis Buhari aujourd'hui, ont beaucoup voulu relancer l'agriculture. À l'indépendance en 60, le Nigeria, c'est une grande puissance agricole, c'est un des premiers exportateurs de cacao, d'huile de palme, et tout ça en fait a été laminé par le boom pétrolier des années 70, l'argent facile, ce qu'on appelle les pétro-naira, hein, du nom de la monnaie du Nigeria, le naira. Et donc l'idée était de relancer l'agriculture. Or pour l'instant, on attend encore en fait les résultats, en sachant que l'agriculture a un gros mérite, c'est qu'elle est très pourvoyeuse, elle nécessite beaucoup de main-d'œuvre, ce qui n'est pas du tout le cas de l'industrie pétrolière. L'industrie pétrolière génère très très peu d'emplois. Donc quand on voit la masse de chômeurs au Nigeria, évidemment, relancer l'agriculture, ça fait complètement sens. Mais pour l'instant, voilà, les résultats se font encore attendre. Donc on a une diversification de facto, parce que de toute façon, il y a très peu de Nigérians qui vivent directement l'industrie pétrolière, très peu. Ça abonde les revenus de l'État, après il y a de la redistribution. Mais au-delà de ça, oui, les Nigérians sont en fait dans une économie de la débrouille, une économie informelle, mais qu'on voit aussi dans beaucoup d'autres pays africains. Et en termes sociaux, la classe moyenne, c'était un mythe, là encore? La classe moyenne, il y a eu une apparition de classe moyenne dans les années 70 avec le boom pétrolier. C'est réapparu avec une embellie des prix du baril au début des années 2000, avec l'ère du président Obasanjo, qui a fait deux mandats. Mais cette classe moyenne, aujourd'hui, elle voit son pouvoir d'achat se rétracter. Maintenant, classe moyenne, qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Il y a des hommes extrêmement riches au Nigeria. L'homme le plus riche d'Afrique, par exemple, c'est Dangote, qui est un Nigérian, un musulman du Nord. Voilà. Mais au-delà de ça, au-delà de ces quelques grandes fortunes du Nigeria, qui sont parmi les plus grosses fortunes d'Afrique, cette classe moyenne, si tant est qu'on se mette d'accord sur une définition économique, elle est quand même très menacée à la fois par la pandémie et puis une croissance atone, pour ne pas parler de récession. Hein. 2015, 2016, c'est des années de récession économique au Nigeria. Lionel Zinsou. Oui, alors, peut-être je vais m'inscrire en défense, parce que je sens une tonalité qui n'est pas accusatrice, mais qui est quand même légèrement stigmatisante
sur le Nigeria. Et qui est en fait partagé par beaucoup de mes compatriotes en Afrique francophone, et évidemment en France. Dans l'imaginaire français, il n'est pas perçu que le Nigeria est le premier partenaire de la France en Afrique. Que les investissements au Nigeria des grandes entreprises françaises, notamment effectivement dans les hydrocarbures, tous les services autour des hydrocarbures, mais aussi dans le ciment, mais aussi, enfin, au fond, également dans les biens de consommation. C'est le plus grand client du groupe LVMH en Afrique, notamment à raison des succès de Moët Hennessy, etc. Mais qu'il s'agisse d'échanges ou qu'il s'agisse d'investissements, c'est de loin supérieur au total des investissements qui sont faits dans le précaré francophone. On ne parle pas du Maghreb, mais là où les gens considèrent que la Côte d'Ivoire, le Cameroun sont les deux grands pays francophones, ça c'est vraiment très important pour la France. Oui, mais le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est à peu près 1 mois et demi de PIB du Nigeria. Et donc, fatalement, en réalité, les intérêts français, ils sont vers le Nigeria. Même en période de contraction du prix du pétrole, etc., il reste que c'est les plus grands flux. Bon. Et c'est vrai que l'Afrique francophone a toujours eu également peur du Nigeria, en fait. Peur de l'avance du Nigeria. Elle est un peu protectionniste contre le Nigeria, qui le lui rend bien, d'ailleurs. Parce qu'il y a un protectionnisme à l'intérieur de la communauté économique qui devrait être un marché unique des 15 pays de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest. On a peur du Nigeria, on a peur de ce qui se passe au Nigeria, parce qu'on a les images de la guerre du Biafra, puis maintenant du terrorisme, des diverses formes de terrorisme, des diverses formes de criminalité. Vous avez parlé de la mafia nigériane, qui est importante, notamment dans le contrôle de la drogue, et qui est la logisticienne principale de l'apport de drogue vers l'Europe, passant d'Amérique latine et utilisant les très importantes communautés nigérianes par l'Atlantique Sud et remontant par le Sahara, payant son tribut aux divers djihadistes sur le passage, de façon à atteindre l'Europe. Donc effectivement, il y a cet aspect franchement très anxiogène de ce qu'est le Nigeria. Et il y a beaucoup dans ma génération, il y a beaucoup de gens, on a 700 km au Bénin de frontières communes avec le Nigeria, mais il y a énormément de gens qui n'y sont pas allés parce que dans toutes les familles, vous n'allez pas aller au Nigeria, vous allez encourir tous les dangers. Donc, il y a dans l'imaginaire français et francophone une image qui est terrible. Bon. Ayant dit cela, quand vous allez au Nigeria, pour aller dans le même sens que la question de Nicolas Barrès, il y a une évidence de la classe moyenne. Oui, il y a une classe moyenne extrêmement entreprenante. Il y a une évidence de la diversification. C'est pas uniquement, je crois, la contraction des hydrocarbures. La fameuse révolution agricole attendue, elle a quand même eu assez largement lieu sous une politique très innovante d'un homme en particulier, qui est aujourd'hui président de la Banque africaine de développement, qui était auparavant le patron dans la Fondation Gates des programmes agricoles, qui a été le ministre fédéral, qui a profondément, dans les années 2013, 14, 15, profondément renouvelé les moyens de soutenir l'agriculture. Et il y a eu un doublement en 5 ans de la production agricole nigériane. Et donc, il y a quand même des facteurs positifs. Ce n'est pas que la contraction d'un des secteurs. Et dans les domaines, par exemple, de la logistique, dans les domaines de la distribution, vous avez eu des progrès de la distribution moderne avec des investissements sud-africains massifs, pas forcément d'ailleurs parfaitement rentables, mais vous avez eu aussi les premières opérations d'e-commerce. Et je voudrais juste votre regard sur le Venture Nigeria, c'est-à-dire c'est le seul pays où il y a des licornes, comme on les appelle, c'est-à-dire des start-up qui se vendent ou qui se cotent au Nasdaq à des prix extrêmement élevés parce qu'il y a un biais technologique, digital, une modernisation inouïe. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Moi, je le lis dans les chiffres, puis je connais même les promoteurs, mais est-ce que vous, comme chercheur, vous ressentez cette vigueur? Marc-Antoine Pérouse de Monclos.
La vigueur, le dynamisme, indéniablement, et pas que dans les startups. Maintenant, la difficulté, c'est de voir cette classe moyenne, est-ce qu'elle perdure à travers les ans, comment on la mesure, comment on voit si elle grossit ou si elle stagne. Attention aussi à ne pas se focaliser que sur Lagos, qui est un peu la vitrine magique du Nigeria, parce que ça, c'est vraiment la ville la plus moderne, la plus ouverte sur l'Atlantique aussi, évidemment. Maintenant, entre Lagos, qui est complètement au sud-ouest, et puis le Borno, qui est attenant au lac Tchad, qui est complètement là au nord-est, excusez-moi, vous savez, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc là, la classe moyenne à Maïdougouri, vous la cherchez un peu, quoi, quand même. Hein. Donc les startups à Maïdougouri, je veux dire, vous allez, et c'est souvent, il y a beaucoup d'illusions sur l'e-économie en Afrique. Mais vous savez très bien, tout comme moi, que dès que vous sortez des villes, mais même dans les villes, la connectivité est abominable. Essayez d'envoyer un mail depuis un quartier de Lagos comme Yaba, ou bien... alors, il y a quelques endroits, il y a quelques bulles, en fait, où ça fonctionne. Mais c'est vraiment des bulles, c'est des toutes petites portions de territoire à l'échelle du Nigeria. Alors, dans les campagnes, là, ça fonctionne très, très mal. Alors, les gens arrivent, le téléphone cellulaire s'est beaucoup développé avec notamment MTN, les Sud-Africains. Mais ça continue quand même d'être saturé, les bandes passantes ne suivent pas. Donc en fait, par rapport à la demande, c'est même difficile de passer un coup de téléphone à l'intérieur du Nigeria. Évidemment, il y a du progrès. Il y a du progrès. Moi, je me souviens, quand j'habitais au Nigeria à la fin des années 80, on n'avait pas de téléphone du tout. Il n'y avait pas de ligne fixe et pas du tout de téléphone cellulaire. Donc par rapport à cette époque, indéniablement, le progrès est très sensible. Il y a eu des progrès très nets dans la gestion urbaine aussi de Lagos. Il y a eu des gouverneurs qui ont vraiment fait un bon travail parce que c'était une ville complètement congestionnée. Malheureusement, dans d'autres villes comme Port Harcourt, c'est pas forcément le cas. Donc ça continue aussi d'être, et ça a un impact économique évidemment, le fait de se déplacer à l'intérieur de la ville. Si vous mettez 4 heures pour aller d'un bout à l'autre de la ville, bah vous y pensez à 2 fois avant d'avoir votre rendez-vous. Vous voyez. Donc Lagos était très longtemps coincé par ce genre de choses. Donc dynamisme pas que de la classe moyenne d'ailleurs, je dirais. Hein, ça peut être aussi à un niveau, au niveau des classes plus populaires. C'est absolument indéniable. On est dans une économie de la débrouille avec des agriculteurs qui arrivent quand même à se... Voilà. Mais ça reste quand même souvent une économie de la survie. Donc Lagos, c'est un des 36 États du Nigeria. Il y a quelques autres États qui se sont un peu démarqués du reste. Mais il y a beaucoup de projets qui n'ont pas abouti, par exemple sur des zones franches, pour essayer de booster l'économie locale, que l'industrie du Nigeria. Je trouve que le Nigeria a quand même raté le boom pétrolier des années 70 pour reconvertir la manne à l'époque dans une base industrielle. Il y a eu des tentatives comme Ajaokuta, une aciérie, mais qui a finalement jamais décollé, où on a vu là mais des milliards de dollars engloutis pour rien. Et donc il continue d'y avoir des grands projets, mais qui aboutissent pas. Le projet aussi de pipeline transsaharien, vous voyez, ce genre de choses. Il y a eu beaucoup d'éléphants blancs. Voilà. Donc il y a une classe moyenne, je serais bien incapable de dire si elle augmente. Je n'ai pas de sentiment, mais j'ai pas les éléments pour le dire. Elle existe, elle est dynamique, c'est vrai, mais tant que les infrastructures suivent pas en termes d'électricité, je veux dire, quand vous comparez Cotonou, où il y a quand même une alimentation d'électricité de la capitale qui fonctionne plus ou moins, et que vous comparez avec Lagos, le Nigeria est le plus gros importateur du monde de générateurs électriques, par défaut d'État. Vous voyez. Donc il y a quand même des gros soucis d'infrastructure qui obèrent la capacité à faire de la start-up. Voilà. Alors, j'ai 2 questions qui nous éloignent un peu des sujets que nous venons de traiter, mais si je ne les pose pas maintenant, je n'aurai jamais la possibilité de les poser. Donc, la première, vous avez mentionné Nollywood. Après Hollywood, il y a eu Bollywood, le Hollywood indien, dont on sait la réussite, la manière dont il a... Et il y a ce Nollywood, qui est donc le Hollywood nigérian, dont les productions se retrouvent absolument partout en Afrique. Qu'est-ce que c'est exactement? Je veux dire, est-ce que c'est de la diplomatie culturelle? Je veux dire, une façon de convaincre les esprits et les cœurs, comme on disait à propos du Vietnam, ou est-ce que c'est simplement l'effet d'un dynamisme de marché et non pas le hasard et la nécessité, mais le hasard et la dynamique du marché? Puis mon autre question portera sur la diaspora nigériane. Où est-elle? Combien est-elle et où est-elle? Mais commençons par Nollywood. Alors, commençons par Nollywood. Alors, il y a même d'ailleurs des déclinaisons locales de Nollywood. Il y a Kallywood aussi, qui est à Kano, qui sont là plutôt des séries en Haoussa, en langue vernaculaire. Alors ça s'exporte dans les pays haoussaphones de la région. En revanche, c'est plus compliqué. Alors que Nollywood, qui est plutôt sur Lagos, en anglais, mais c'est quand même de l'anglais nigérian, parfois du pidgin, donc ça peut être compliqué à l'exportation si les gens parlent pas pidgin. Mais sinon, ça s'exporte avec des sous-titres. Ça, effectivement, ça marche bien. C'est vraiment une des réussites économiques du Nigeria. Et alors, moi, je dirais que c'est quand même le dynamisme du marché qui l'emporte. Je vois pas derrière une politique
culturelle, de volonté d'exporter les valeurs du Nigérien avec du soft power, même si effectivement, il y a un modèle nigérian. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voyez, cette espèce de paradoxe où le pays fait peur et en même temps, il attire. Fais-moi peur et j'irai vers toi, parce que il y a aussi, à travers ces séries télé, à travers Nollywood, une représentation d'un Nigeria, très dynamique et entreprenant. Et c'est vraiment le mot d'entreprise, moi, que je retiens sur le Nigeria, et qui fait germer des idées dans les pays voisins francophones, où peut-être que la culture, mais je parle sous votre contrôle, où la culture de l'entrepreneuriat est peut-être pas aussi développée qu'au Nigeria. Il y a quelque chose de très frappant aussi au Nigeria, mais c'est la loi du nombre qui, pour moi, l'explique, et pas simplement l'héritage colonial. C'est qu'effectivement, l'État, non seulement il est faible, mais en réalité, il a peu de moyens de se faire obéir, et donc ça veut dire qu'il y a aussi un secteur économique extrêmement dynamique par défaut d'État, vous voyez. Alors que dans des États francophones voisins, vous avez un État qui se veut beaucoup plus totalitaire, même s'il n'y arrive pas forcément, mais dans la direction de l'économie. Il y a des velléités à contrôler l'économie, peut-être plus fortes que celles que le Nigérien. Le Nigérien, en fait, il y a toujours eu une sorte de modus vivendi avec la classe moyenne, puis les grands patrons de l'industrie nigériane ou de l'import-export, avec ce qu'on appelle au Nigérien, il y a beaucoup de sens de l'humour au Nigérien, il faut bien le dire aussi, c'est un pays qui est très appréciable pour ça. Il semble que ce soit une des clés des réussites de Nollywood. Oui, alors les Nigériens parlent de democracy pour la démocratie, et ils ont un nom pour ces entrepreneurs qui font feu de tout bois et qui passent les dictatures militaires comme les gouvernements civils. On les appelle les entrepreneurs AGIP, du nom de la compagnie de pétrole italienne, sauf que là, ça veut dire Any Government in Power. Donc, quel que soit le gouvernement, je fais du business. Et cette classe-là, d'hommes d'affaires, elle est là depuis l'indépendance, en fait. Alors, c'est pas forcément sur un mode héréditaire. Encore que Dangote, dont on parlait tout à l'heure, c'est la famille d'Antata. C'est des gens qui ont d'abord fait fortune dans l'arachide, qui ensuite se sont reconvertis dans le pétrole, puis les télécommunications. Alors, eux, dans la diversification, ils sont excellents. Ils sont maintenant dans le bâtiment, dans le ciment, etc. Mais au-delà des effets de transmission de patrimoine, c'est vrai qu'il y a une capacité de self-made man que l'on voit beaucoup plus nettement affirmée au Nigeria, quoi qu'il en soit de la contraction ou non de la classe moyenne. Je trouve qu'on n'a pas assez d'éléments pour la mesurer, mais quoi qu'il en soit de ça, c'est vrai qu'il y a un esprit d'entrepreneuriat qui est assez époustouflant et que d'une certaine manière, le Nollywood va exporter dans cette capacité des Nigérians dans l'inventivité à la fois artistique et économique. De là à y voir un outil du soft power nigérian, je serais un peu plus prudent. Quant à votre question sur la diaspora, mais vous vouliez peut-être préciser. Non, allez, déjà, si on ne sait pas combien il y a d'habitants au Nigeria, c'est compliqué de savoir combien il y en a à l'étranger. Je ne demandais pas qu'on la compte par tête. Je voulais savoir plutôt dans quelle région elle se trouvait, aussi bien d'ailleurs en Afrique que hors de l'Afrique. Oui. Alors bon, sur l'ancienne puissance coloniale, il y a une communauté nigériane très importante. On arrive d'ailleurs un petit peu à le mesurer. Il y a eu à Londres des études sur la langue natale des enfants, notamment parlant Yoruba, qui montraient que peut-être un tiers des Africains à Londres étaient d'origine nigériane. Donc une présence très forte en Grande-Bretagne, une présence très forte aux États-Unis, un peu également au Canada. Et alors en Afrique, il y a une dissémination, mais il y a eu des relations troublées. Par exemple, à l'indépendance, vous aviez déjà des communautés de commerçants nigérians, notamment Hausa du Nord, qui étaient très implantées dans tous les pays de la région, et puis Yoruba également, donc Ghana, mais également Niger, et même Cameroun, ou même Guinée équatoriale. Et quelquefois, les choses se sont mal passées. Donc dans les années 60-70, on a vu des expulsions massives de migrants nigérians qui ont dû quitter précipitamment le Cameroun, la Guinée équatoriale, etc. Et à l'inverse, on a vu aussi au moment du boom pétrolier une sorte de saturation, et Buhari, qui est l'actuel président, avait notamment organisé une expulsion des clandestins au Nigeria, ça devait être en 84 quand il arrive au pouvoir, mais qui se chiffrait en millions de personnes. C'était extrêmement impressionnant. Ça a été un exode, on a des photos à l'époque, on voit vraiment des masses de population qui sont reconduites par les militaires avec la baïonnette dans le dos, qui sont reconduites aux frontières vers le Bénin, vers le Niger, peut-être des mémoires de ça. Et du coup, ça explique aussi pourquoi le Nigérien passe toujours cette bonne réputation. C'est qu'il y a aussi des blessures, vous voyez, par exemple, au Niger, qui a traditionnellement, donc le voisin septentrional du Nigeria, qui a traditionnellement des bonnes relations avec le Nigeria, contrairement au Cameroun, où il y a eu des relations plus tendues à cause de guerres de frontières. Mais même au Niger, par exemple, ils ont le nom d'une famine qu'ils appellent la famine Buhari, du nom de l'actuel président, en souvenir de ces expulsions massives de 84 qui avaient correspondu
correspondu à une famine, à une sécheresse forte au Niger. Donc vous voyez, les relations avec les pays voisins, elles se déclinent sous différentes formes, y compris à travers la migration. Béatrice Gibelin. Oui, moi je voudrais revenir sur ces grands projets que vous avez évoqués en disant, au fond, ils ont une volonté de réaliser de grands aménagements, de grands équipements, et puis, au fond, ils n'arrivent pas véritablement à se concrétiser. Et en même temps, vous nous dites, c'est un pays avec un esprit entrepreneurial. Comment on explique pourquoi est-ce que c'est la faiblesse de l'État qui n'arrive pas à porter un projet? Est-ce que c'est la corruption? Est-ce que c'est des tensions internes? Parce que le Nigeria s'est subdivisé en un certain nombre d'États depuis son indépendance. Qu'est-ce qui explique qu'on n'arrive pas, au fond, à réaliser ces grands projets? Et au fond, qu'est-ce qui explique aussi cette culture entrepreneuriale qui semble faire un peu exception par rapport à son environnement? Marc-Antoine de Monclos. Alors, les grands chantiers, quand l'État y est présent, c'est sûr, c'est plus compliqué. Donc là, ça a peut-être tendance à moins aboutir. Mais il y a aussi des grands chantiers portés par le secteur privé qui aboutissent pas forcément non plus. Je pense, par exemple, à ce grand projet, en reparlons du pétrole, parce que ça reste quand même un État pétrolier, le Nigeria. Il faut y penser en permanence, avec des réserves d'ailleurs en termes de gaz beaucoup plus importantes, en termes de potentiel de développement que le pétrole aujourd'hui. Et donc, le Nigeria, le grand paradoxe, c'est que d'un côté, c'est le premier producteur de pétrole en Afrique, il exporte brut, ils le raffinent très peu. Il y a 4 raffineries publiques qui fonctionnent à 15-20% de leur capacité. Donc le marché local n'est même pas, en fait, ils sont obligés d'importer du pétrole raffiné qui paye une fortune au prix du marché parce qu'ils n'arrivent pas à le raffiner eux-mêmes. Donc Dangote, dont on parlait tout à l'heure, a un grand projet de raffinerie privée. Et néanmoins, ce projet, lui non plus, pour l'instant, n'aboutit pas. Enfin, le chantier est quand même démarré, on a tout lieu de penser, mais à chaque fois, vous voyez, la date d'inauguration, ça devait être 2020, maintenant on annonce 2023. Bon, attendons de voir. Je pense que raisonnablement, on peut imaginer que ce projet-là va aboutir. Mais il y a beaucoup de projets dans la sphère privée qui n'ont pas non plus abouti. Et je crois que là, les difficultés de la mauvaise gouvernance de l'État se reflètent aussi dans le privé. C'est-à-dire la corruption, le fait que l'État de droit n'est pas bien respecté. Donc, quand vous signez un contrat avec un ministre pour avoir l'autorisation de développer une raffinerie en zone franche, vous voyez, eh bien, ce contrat, cette parole donnée, elle n'est pas forcément bien suivie, on va dire. Ou alors, il faut réalimenter, reverser des bakshish, ce qu'on appelle du dash au Nigeria, qui est d'ailleurs intéressant, parce que la vraie langue du Nigérien, c'est pas l'anglais, c'est le pidgin, c'est la Lingua Franca. Donc c'est une forme d'anglais, de broken English, comme on dit, d'anglais cassé, mais matiné de langue vernaculaire avec un peu de portugais, etc. Et le mot dash, qui est le mot que l'on utilise pour le pot de vin, qui est un mot extrêmement répandu, ça peut être un racket d'un barrage de police, ça peut être aussi à un très haut niveau ministériel pour obtenir une concession, avoir un droit sur une zone franche, etc. C'est intéressant parce que c'est un mot qui désignait initialement une pièce de tissu pendant la traite des esclaves, en échange de laquelle on allait effectivement emporter la fameuse cargaison de bois d'ébène. Et c'est de là que ça vient. C'est un mot d'origine hollandaise, en fait, et que l'on retrouve aujourd'hui en pidgin, qui montre aussi que l'histoire des échanges économiques du Nigeria avec le reste du monde, c'est pas nouveau. C'est très, très ancien. Et la traite des esclaves a joué, de ce point de vue, un rôle très important. Expliquant, pour revenir un peu sur votre question sur la diaspora, permets-moi de revenir aussi un peu là-dessus, ça veut dire aussi qu'il y a des communautés noires d'origine nigériane et qui essayent de retrouver leur nigérianitude, si vous voulez, aujourd'hui, qui sont extrêmement anciennes. Et moi, il y a un chiffre qui m'a vraiment frappé. On a quand même des chiffres assez précis sur les points d'embarquement des esclaves et les points d'arrivée. Et on estime qu'à peu près 17% des esclaves transportés vers les Amériques venaient du Nigeria. Et les chiffres du recensement américain montrent qu'aujourd'hui, 17% des Africains qui viennent s'installer au Nigeria, qui viennent s'installer aux États-Unis, viennent du Nigeria. Donc on a une extraordinaire permanence de la proportion. Le Nigeria, c'est peut-être un habitant, un Africain sur 6, un Africain sur 5. Et on retrouve cette permanence aussi dans la composition de beaucoup de diasporas africaines outre-mer. Avec une question aussi qui est: quel rôle peut jouer cette diaspora? Parce qu'il y a un gros espoir, et là le gouvernement essaie de travailler là-dessus, pour que cette diaspora investisse au pays. Alors il y a eu des facilités qui ont été mises en place, notamment du temps d'Obasanjo, pour qu'on puisse aussi, que des Nigérians de l'étranger puissent effectuer un service national, vous voyez, et que se mettre au service leurs compétences, au service du pays d'origine, en allant y travailler pendant 1 an ou 2, en étant certes moins bien payés, mais ça leur fait aussi une formation sur le tas que dans leur pays d'origine, mettons s'ils viennent des États-Unis. Et là il y a une vraie question sur l'avenir du Nigeria. Quel rôle? Je pense que cette diaspora qui reste
très désorganisée. Hein. Elle est organisée sur une base ethnique. Alors, il y a la diaspora Igbo des États-Unis qui va financer Voice of Biafra et puis toute la revendication séparatiste des nostalgiques de l'indépendance du Biafra, hein, qui avait été cette république séparatiste entre 67 et 70. Mais c'est une diaspora Igbo qui s'organise aux États-Unis. Vous avez une diaspora Yoruba. Il y a des congrès culturels Yoruba aussi. Mais c'est pas une diaspora nigériane. Vous voyez, il n'y a pas une diaspora. Il y a des diasporas ethno-nationales. Il n'y a pas encore l'idée d'une diaspora qui se réunirait autour d'un projet d'État-nation. À voir. Peut-être que ça va effectivement déboucher sur quelque chose à la fois intéressant sur le plan économique et politique. Puisque là, et je termine juste là-dessus, il y a un point intéressant. Là, il y a une loi qui a été votée qui autorise les Nigérians de la diaspora à voter. C'est la première fois. Donc ça va être intéressant aussi d'étudier le vote de la diaspora nigériane. Et est-ce que ça va permettre aussi de renouveler la classe politique? Je crois qu'il y a plein de choses intéressantes qui vont se jouer là. Nicolas Bavrez. Alors j'avais deux questions. La première sur la sécurité et sur Boko Haram. Donc depuis 2009, les exactions se poursuivent et contrairement au communiqué de victoire régulier du pouvoir d'Abuja, en fait, rien n'est réglé, bien au contraire. Or, l'armée nigériane, c'est plutôt une armée, c'est une des armées d'Afrique qui est plutôt, au moins sur le papier, correctement financée. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer son échec systématique? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'à un moment donné, il a fallu avoir recours à quelques centaines de mercenaires sud-africains qui ont fait en quelques semaines plus que l'armée nigériane? Alors même qu'il y a un soutien sur le plan du renseignement des États-Unis, voire aussi de la France, qui est un point plutôt neuf. Ma deuxième question, justement sur le commerce, c'est une Nigériane maintenant qui est la nouvelle directrice générale de l'OMC, Madame Okonjo-Iweala. Est-ce que les Nigérians sont fiers? Est-ce que ça représente, est-ce que ça s'inscrit dans une stratégie internationale d'ouverture et de volonté non seulement de s'inscrire dans la mondialisation, mais d'en être un des moteurs? Marc-Antoine de Monclos. Alors, deux grosses questions. Hein. Alors, pourquoi est-ce que l'armée nigériane n'arrive pas à venir à bout de Boko Haram? Il y a un mot pour ça, hein, c'est la corruption. Oui, sur le papier, c'est une armée qui est financée. Maintenant, il y a des procès en cours qui n'aboutiront pas, comme dans d'ailleurs beaucoup de pays voisins, parce que le secteur de la défense a vu les budgets exploser avec la lutte contre le terrorisme. Hein. C'est une nouvelle rente, la lutte contre le terrorisme. Donc là, on parle de plusieurs milliards de dollars de contrats d'armement qui n'ont jamais été honorés, où l'argent a disparu. Là, ça se chiffre en milliards de dollars. Donc oui, sur le papier, l'armée nigériane est bien financée. En réalité, non. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis allé dans le Borno et on a discuté avec des militaires, on a discuté aussi avec des combattants de toutes origines, parce que derrière le mot Boko Haram, il y a plein d'autres choses aussi qui se profilent. Ce qu'on voit, c'est que concrètement, comme il y a peu d'armes, ou que les soldes ne sont pas toujours payés ou mal payés ou irrégulièrement, les soldats sur place combattent avec peu d'armes, donc ils ont 4 balles dans leur Kalachnikov, ils tirent les 2 premières et puis ensuite ils s'enfuient, ils prennent des habits civils, ils s'enfuient et Boko Haram prend la position. Donc ils récupèrent du coup les Kalachnikov. Il faut arrêter de se leurrer sur l'idée que ça serait la chute de Kadhafi en Libye qui aurait alimenté en armes Boko Haram. C'est comme dans le nord du Mali, en fait l'essentiel des armes, ça on a des équipes spécialisées qui travaillent là-dessus, elles viennent des arsenaux des armées gouvernementales. Hein. C'est des pièces qui sont saisies lors des attaques du groupe. Donc cette corruption, elle explique aussi le mauvais moral des troupes qui sont quand même envoyées sur le terrain dans des situations extrêmement difficiles et qui voient les généraux derrière s'enrichir à Abuja. C'est pas vraiment, ça motive pas énormément, vous voyez, pour combattre. D'autant que du coup, il y a eu des mutineries côté nigérian, dont on parle peu. Il y a même toute une partie de l'armée nigériane qui à un moment a fui du côté du Cameroun. Et du coup, vous avez en fait une défiance entre les hommes du rang et les officiers supérieurs. Les officiers supérieurs savent que ils ont mauvaise réputation auprès des soldats de base. C'est déjà arrivé que certains d'ailleurs se rebellent et tirent sur leurs officiers supérieurs. Du coup, sachant que les soldats de base sont mal payés, ils savent que les soldats vont peut-être revendre leurs armes ou leurs munitions, donc on hésite à leur confier des munitions, donc on leur en donne peu, déjà qu'il y en a peu, puisque les contrats d'armement n'ont pas été honorés, et tout ceci concrètement fait que sur le terrain, vous avez des troupes démoralisées, c'est les soldats les moins connectés qui restent sur le terrain, donc ils sont épuisés, il n'y a pas de rotation, parce que ceux qui ont les connexions nécessaires à l'état-major, eux, ils ne sont pas déployés sur le terrain, donc toute cette
ensemble de choses avec une impunité incroyable aussi, qui fait que on a montré, mais c'est des choses qu'on voit maintenant apparaître sur le Mali, qu'en réalité les forces gouvernementales dans leur lutte contre Boko Haram tuent plus de gens que Boko Haram. Ça, c'est des choses qui sont très peu dites, mais ça commence enfin à apparaître. Là, il y a un rapport remarquable qui est sorti à ce sujet sur le Mali. C'est pareil, les forces gouvernementales tuent plus de gens que les forces terroristes. Donc là, quand vous regardez le malheureux paysan qui est pris entre deux feux, il sait qu'il va être pas protégé par les forces gouvernementales, donc il est obligé de composer avec les insurgés. Et puis, ma foi, quand les armées se déploient et tuent des civils, ça crée aussi des volontés de revanche, de vengeance. Moi, j'ai interviewé, soit en prison, soit ailleurs, des anciens combattants de Boko Haram qui m'expliquent effectivement avoir rejoint le groupe pour se venger, parce que la sœur avait été violée par un policier, le frère avait été tué par des soldats, ou alors il avait succombé du fait de mauvais traitements en prison, alors qu'en fait, il n'était même pas membre de Boko Haram. Donc, toutes ces rafles, ces arrestations arbitraires, elles entretiennent le conflit. On ne peut pas comprendre pourquoi Boko Haram est résilient si on ne prend pas en compte les dysfonctionnements de l'armée nigériane. Moi, je le dis en permanence, arrêtez de nous dire que ces groupes sont résilients parce qu'ils seraient soutenus par Al-Qaïda ou l'État islamique. Ils sont résilients et ils apparaissent comme puissance parce que l'État est faible. Ils sont forts parce que l'État est faible. Et franchement, tous les dysfonctionnements à répétition de l'armée nigériane sont là pour nous le démontrer tous les jours. Encore récemment, parce que la corruption, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que les équipements sont pas là, donc les équipements radio sont pas là. Encore récemment, on a eu une histoire. Boko Haram, une des factions de Boko Haram attaque et tue 30 soldats dans le Borno. On envoie des renforts, pour une fois, et à ce moment-là, l'armée de l'air, qui n'a pas suivi, qui s'est pas coordonnée avec l'armée de terre, suite parce que la radio marchait pas, etc., bombarde les renforts. Parce qu'ils ont cru que c'était des Boko Haram déguisés en militaires. Mais des histoires comme ça, j'en ai des tonnes à vous livrer. Et elles montrent concrètement que sur le terrain, c'est pas parce que Boko Haram aurait un soutien d'Al-Qaïda ou de l'État islamique qui sont résilients, c'est parce qu'en face, il n'y a rien. Et la nature a horreur du vide, donc eux, ils se profilent dans le vide politique. Et c'est ça qui explique, c'est la vacance du pouvoir, le fait que l'État n'est pas déployé dans le monde rural. Les services publics de base dans le monde rural, c'est quoi ? Souvent, la présence de l'État du Nigeria dans les zones reculées à la frontière du Niger, dans le nord du Borno, c'est en fait un poste de police. Donc la seule face visible pour un paysan de l'État, c'est un commissariat de police qui va plutôt les racketter, qui va... Donc voilà, il y a aussi toute une histoire à penser sur l'État. C'est pour moi le fond du problème du djihadisme. Le djihadisme en soi, c'est qu'un symptôme de la crise de l'État au Sahel et aussi au Nigeria. Lionel Zinsou. Oui, je crois que ce point sur la faiblesse régalienne, il fait un peu l'unité des diverses thématiques. Il y a la sécurité, là vous êtes extrêmement convaincant. Et puis, il y avait aussi tous les sujets de développement, de réussite des grands projets, etc. Il faut voir que les recettes fiscales normales hors revenus pétroliers, c'est 12% du PIB. Vous ne pouvez pas assurer la sécurité, toutes les fonctions régaliennes, ne pas avoir un État failli quand vous avez comme recette 12% du PIB. Faire plaisir à Nicolas, on n'est pas forcément nécessaire d'aller prélever 48% du PIB à la française ou 50% à la scandinave. Mais 12%, c'est impossible. Et alors, quand le pétrole est à 100 et quelques dollars le baril, effectivement, ça fait des recettes supplémentaires, ça crée le boom pétrolier, ça dure très très peu de temps. Quand il est à 26, un des points bas de l'année 2020, quand il a commencé à créer des troubles macroéconomiques majeurs, c'est-à-dire fin 2014, début 2015, tombant en 2015 à 32 dollars le baril, il se trouve que comme c'est du pétrole de delta et offshore, il a plutôt un prix de revient marginal à 30 ou 40 dollars. À 26 ou à 32, c'est pas qu'il n'y a pas de recettes, il y a évidemment plus de recettes fiscales, c'est qu'il y a une impasse budgétaire abyssale. Et on retombe sur le fait que toute la fiscalité est très très mal organisée. Et en outre, c'est un système assez coûteux, parce que c'est un système de 36 États fédérés. Et donc, il faut répartir, en fait, entre l'État fédéral et les États fédérés. Et ce n'est pas le système le plus efficient. Et donc, vous avez ce problème institutionnel. Donc, même s'il n'y avait pas de corruption, il n'y aurait aucun moyen de faire fonctionner les grandes fonctions régaliennes et notamment les fonctions militaires. Sur la diaspora, je serais quand même un tout petit peu plus enthousiaste, en fait. Je ne sais pas si on sait la compter, etc. Ce qu'on sait compter, c'est par exemple ce qu'elle apporte à l'économie nigériane. Elle lui apporte tous les ans
quelque chose qui est estimé, mais là on arrive quand même un peu mieux à estimer, à 5 ou 6 milliards de dollars, et c'est beaucoup plus que l'aide publique au développement, beaucoup plus que les flux d'investissements directs étrangers, qui sont parmi les plus importants du continent, par ailleurs, parce que les États-Unis investissent beaucoup, parce que un peu le Royaume-Uni, mais la Chine, mais l'Inde, etc. Donc, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, c'est probablement un facteur assez positif, en fait, pour le futur. Il y a une épargne de l'extérieur en main nigériane, et surtout, il y a un gisement de compétences extraordinaires, parce qu'on a évoqué la diaspora et la mafia, mais il faut évoquer, au fond, le fait qu'à Wall Street et à la City de Londres, vous avez en fait des positions dans les plus grandes banques globales tenues par des Nigérians à des niveaux très élevés. C'est en fait, et dans le domaine scientifique, et dans le domaine, d'ailleurs, dans le domaine des arts et de la culture aussi, c'est beaucoup une diaspora extrêmement créative, mais d'un niveau de compétence très important. Et donc la vraie question, c'est comment on la fait revenir. Et quand on projette des gens, vous parliez du rayonnement quand même assez faible de cette grande puissance. Oui, assez faible. Mais enfin, effectivement, Ngozi Okonjo-Iweala est la première femme et la première africaine à détenir le poste de directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, et elle a vraiment une mission de la transformer, et tout le monde croit qu'elle va le faire d'ailleurs. Elle était numéro 2 de la Banque mondiale. Adesina est le patron de la Banque africaine de développement, et parfois un peu controversé, mais auparavant, il était un des piliers de la fondation Gates sur toutes les questions, notamment d'agriculture et d'éducation. Je veux dire, il y a une projection de grands responsables nigérians dans des positions élevées. Donc c'est un pays qui a toutes les compétences humaines, il faut les réimporter. Puis il faut arriver à créer une base pour un État régalien, et ça ne peut pas être les champions du monde de la fraude fiscale ou simplement de la non-imposition. C'est-à-dire, au Nigeria, vous avez le choix de frauder ou simplement de suivre les lois qui sont extraordinairement permissives en matière de collecter les ressources d'un État viable. Comme chaque minute passe et que la dernière tue, je vais récolter les 2 dernières interventions et puis je vous proposerai ensuite une ultime réponse. Béatrice Gibelin. Oui, moi je reviens sur ma question parce que j'ai pas eu vraiment de réponse. Ces grands projets, que ce soit privés ou publics, n'aboutissent pas. Je pensais que c'était plus les publics que les privés, et vous expliquez que non, les grands projets privés n'aboutissent pas. Alors, est-ce que c'est simplement parce qu'on est dans un État faible? Est-ce que c'est simplement pour des raisons de corruption? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas, compte tenu du savoir-faire, compte tenu au fond, des projets que peut avoir ce grand État? Ça reste pour moi une question. Puis la deuxième, c'est l'unité nationale du Nigeria. Est-ce qu'on se conçoit comme citoyen nigérian, ou est-ce qu'on est d'abord Yorùbá, ou est-ce qu'on est d'abord Igbo, et compte tenu de la faiblesse de l'État, est-ce que ça a des conséquences sur encore plus d'affaiblissement de l'État? Nicolas Bavrez. Moi, j'avais envie de vous interroger pour finir sur le rôle du Nigeria dans la nouvelle donne qu'on essaye d'installer en Afrique. Donc, un sommet a eu récemment lieu à Paris. On sait qu'il y a un problème de dette qui est très important, qu'il y a des initiatives pour essayer d'émettre des DTS. Cette dette a beaucoup augmenté. Elle est pour beaucoup une dette chinoise. C'est les droits de tirage spéciaux. Et les droits de tirage spéciaux, effectivement, du Fonds monétaire international. Et donc, ma question, c'était, est-ce que le Nigeria peut jouer un rôle, là encore, pilote, compte tenu de ses responsables de premier plan qu'il a projeté dans le système multilatéral? Et est-ce qu'il va aussi jouer un rôle dans l'intégration régionale de l'Afrique de l'Ouest? Je crois que le Nigeria vient d'adhérer au grand marché commun africain. Est-ce qu'il y a un espoir d'avoir aussi un vrai espace de libre-échange en Afrique de l'Ouest? Marc-Antoine de Monclos, vous êtes tombé sur les spécialistes des questions en poupée russe. Donc à la télévision, on vous donnera 1 minute et demie pour expliquer la condition humaine, mais au Nouvel Esprit Public, on vous donne 10 minutes pour réagir à ces 3 interventions. Merci beaucoup, beaucoup de choses. Ngozi, je crois qu'il y a vraiment un décalage dans la perception. Oui, le Nigérien est fier qu'elle soit à la tête de l'OMC, ça marque beaucoup les esprits, mais en même temps, elle a, me semble-t-il, un prestige qui est beaucoup plus affirmé à l'international que dans son propre pays. Dans son propre pays, on n'oublie pas qu'elle a été la ministre des Finances
d'un des gouvernements les plus corrompus qu'ait connu le Nigeria depuis la fin de la dictature militaire en 99, la dictature de Sani Abacha. Donc elle était la ministre des Finances du président Goodluck Jonathan. Et elle avait d'ailleurs rabroué à l'époque le gouverneur de la Banque centrale qui disait c'est quand même embêtant, il y a 20 milliards de dollars qui manquent dans les comptes de la nation à cause des comptes de la NNPC, qui est la Compagnie nationale des pétroles. Et à l'époque, elle avait déjà rabroué et elle lui avait dit quelque chose, alors je ne me rappelle plus les chiffres, elle dit non, c'est pas 20 milliards, c'est seulement 5 ou je ne sais plus combien. Bref. Donc elle ne s'était pas, rendue très crédible. Il y a eu des effets d'annonce, un peu, du coup ça va faire la transition sur les grands chantiers, sur les éléphants blancs, mais ça ne s'est pas forcément traduit par un nettoyage des écuries d'Augias. Vous voyez, il y a eu des tentatives, mais qui finalement ont été mises en place par le successeur de Goodluck Jonathan, le président Buhari, qui avait la réputation d'être intègre, même si son entourage ne l'est pas forcément. Par exemple, pour que les budgets des États fédérés soient publiés, pour que les dépenses de Abuja soient publiées au niveau national. Donc là, il y a eu de vrais efforts. Et puis, il y a des initiatives remarquables des Nigérians. Allez, je fais un petit peu de pub. Il y a un groupe de Nigérians qui s'appelle Budget, qui effectivement va enquêter État par État et qui publie en ligne ce que les États disent dépenser pour construire des écoles. Et puis alors ils disent, voilà, il y avait une ligne budgétaire pour construire cette école, nous on a fait la photo, elle était annoncée comme construite, regardez le terrain vague, ben non, en fait, il n'y a rien qui a été construit. Et ça, je trouve ça génial. C'est comme ça que l'Afrique va se développer, c'est effectivement de confronter les édiles, confronter les pouvoirs publics en disant, enfin, vous affirmez, voilà votre budget, vous dites l'avoir dépensé dans l'éducation ou la santé, nous, on voit rien sur... C'est quand même pas très compliqué à faire. C'est une évaluation de base. C'est quelque chose qu'on devrait faire d'ailleurs dans l'aide publique au développement, mais bon, c'est une autre question, je vais pas l'aborder. Donc, Ngozi, je dirais qu'il y a un peu un décalage dans sa perception très positive à l'international. Oui, c'est la première femme africaine qui prend la tête de l'OMC, elle était à la Banque mondiale, elle a des idées géniales. Oui, mais dans son pays, ses idées n'ont pas beaucoup abouti. Ce qui me fait une belle transition vers la question des grands chantiers, des grands projets qui n'aboutissent pas. Attention, je ne dis pas qu'ils n'aboutissent jamais. Il y en a certains qui aboutissent quand même, heureusement. Mais avec une déperdition, une fuite, un coulage généralement assez important. Il y a des surfacturations en permanence, mais ça vaut pour le privé comme pour le public. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il faut imaginer que les grands chantiers qui n'aboutissent pas, ce serait uniquement ceux qui seraient portés par l'État. Il y en a aussi qui sont portés par le privé et qui n'ont pas abouti. Alors la réponse à ça, elle transcende effectivement les sphères privées et publiques. C'est la corruption, les problèmes d'état de droit. Les contrats sont mal respectés, il faut tout le temps les renégocier. Ça, c'est très très compliqué, on y perd beaucoup d'argent. Et puis l'insécurité, effectivement. Mais cette insécurité, c'est pas seulement la sécurité physique des biens et des personnes. C'est aussi l'insécurité juridique. Voilà. Par exemple, cette PIB dont je parlais tout à l'heure, la Petroleum Industry Bill, les investisseurs se désengagent. Shell a vendu des concessions énormes pétrolières à terre, parce que c'était fatigués alors ils ont perdu beaucoup en réputation en plus avec l'affaire de la révolte des Ogoni contre les compagnies pétrolières et le rôle que Shell avait joué à l'époque dans les années 90. Mais du coup, il y a eu un désinvestissement majeur de Shell. Et aujourd'hui, les regards jusqu'à récemment étaient plutôt portés vers l'Afrique de l'Est. Là, on a un petit souci, c'est qu'il y a aussi des groupes djihadistes qui apparaissent sur le nord du Kenya avec les Shebabs, ou bien avec d'autres Shebabs sur la frontière Mozambique-Tanzanie, où là, il y avait un énorme chantier porté par Total qui du coup est mis à l'arrêt. Donc peut-être que par défaut, les regards vont se reporter vers le Nigeria, mais en attendant, les pétroliers veulent plutôt voir ailleurs, parce que cette loi n'est toujours pas votée, et un investisseur, tant qu'il ne sait pas à quelle sauce fiscale il va être mangé, il n'investit pas. Donc tant que cette loi n'est pas votée, là on va être sur un phénomène compliqué à gérer pour le Nigérien, et effectivement sur la dette, il y a eu Olusegun Obasanjo, qui était le premier président, qui est un ancien dictateur militaire en fait, mais qui avait été élu à la fin de la dictature Abacha en 99, il a fait 2 mandats jusqu'en 2007. Il a, lui, imprimé des réformes qui ont abouti. Elles n'ont pas forcément été bien suivies par la suite, mais il y a eu... Et il avait notamment, effectivement, annulé ou obtenu une remise partielle de la dette nigériane avec le Club de Paris. Aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup ça avec le président Buhari. Il n'a pas le même entre-gens que Obasanjo, c'est pas du tout la même personnalité, c'est quelqu'un de beaucoup plus fermé, beaucoup moins loquace qu'Obasanjo. Obasanjo était déjà président d'honneur de l'organisation Transparency International de lutte contre la corruption. Donc c'est quelqu'un qui avait été d'ailleurs adoubé par Carter en 79 en tant qu'ancien militaire
militaire, il avait accepté de remettre le pouvoir aux civils. Il y avait déjà eu une deuxième république parlementaire entre 79 et 83 au Nigeria. Donc c'est quelqu'un qui avait déjà un réseau international très confirmé. C'est pas le cas de Buhari, qui justement, lui, en 84, avait fait un coup d'État. Donc l'actuel président du Nigeria, qui est lui aussi un ancien dictateur militaire. Donc voilà, qui a quand même des continuités. Mais que, à l'époque, Buhari, c'était un peu l'inverse d'Obasanjo. Obasanjo, c'était le bon militaire soutenu par la communauté internationale qui accepte de remettre le pouvoir aux civils en 79. Et Buhari, c'est le mauvais militaire, le musulman du Nord, qui reprend le pouvoir aux civils en 84. Et qui n'a pas du tout le même réseau et le même entre-gens que n'avait Obasanjo pour négocier une remise de dette ou une annulation de la dette. Donc moi, je ne vois pas pour l'instant le Nigeria du tout leader à la fois dans la question de la négociation de la dette africaine et même sur les espaces de libre-échange, puisqu'au contraire, finalement, on le voit plutôt actuellement comme facteur de blocage, avec de vieilles rivalités d'ailleurs qui transparaissent entre les mondes francophones et anglophones, et où le poids lourd nigérian, sans qui il paraît difficile de penser aux moindres structures de libre-échange en Afrique, apparaît plutôt comme un État très protectionniste, fermant ses frontières avec le Bénin, alors que le Bénin est parfois justement présenté comme le 37e État de la Fédération nigériane, l'État entrepôt, parce qu'on importe beaucoup de biens avec des droits de douane allégés dans le port de Cotonou, et ensuite tout ça repart à 80 km de là vers Lagos, la plus grosse ville de l'Afrique subsaharienne. Et donc, on voit que là, il y avait des complémentarités, mais qui ne se jouent pas forcément dans l'idée que certains pourraient avoir du libre-échange. On disait ainsi que, je ne sais pas si c'est encore vrai, et je parle sous votre contrôle, mais que 2/3 des importations de textiles en Afrique de l'Ouest, c'était le Bénin. Mais en fait, c'est parce que c'est pas la population du Bénin qui importait en fait ce textile. Elle était destinée au marché nigérian pour contourner des droits de douane plus élevés sur le port de Lagos, à 80 km de Cotonou. Nous sommes au Nigeria, au Bénin, nous sommes au Nigeria, ce que Rotterdam est voilà, l'Europe du Nord, donc c'est tout à fait naturel. Il ne vous manque que les coiffes. C'est sur cette évocation imagée que je vous remercie, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, d'avoir été notre invité. Je remercie les uns et les autres d'avoir participé à cette émission. Je remercie évidemment Oscar Goeb et Cyprien Legrand avec qui elle a été préparée, Benoît Carré qui en assurera le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau qui veille sur notre site, Olivier Magloire qui veille sur nos rapports avec les plateformes de financement, Nouvelles Écoutes et Julien Neuville qui nous produisent, et le studio L'Arrière-Boutique où nous avons enregistré cette thématique. Rendez-vous pour la prochaine.